accord, désaccord. Information d'hier soir, l'arrestation d'un suspect, d'un Français d'une trentaine d'années, que l'on suspecte d'appartenir à un réseau terroriste qui était prêt à frapper. On a découvert à Argenteuil tout le matériel pour provoquer un attentat. Qu'est-ce que ça vous inspire, Zineb? Eh bien, moi, je me demande combien il y en a encore dans la nature, combien il y en a encore en gestation, en formation, combien sont en phase de radicalisation, et qu'est-ce qu'il va falloir faire enfin pour se débarrasser définitivement de ce qui est en train de devenir une véritable gangrène, j'ai l'impression, dans certains milieux. On va y revenir tout à l'heure avec votre livre. Bruno? Oui, ça prend du temps, effectivement. Bon, il faut voir aussi peut-être le verre à moitié plein, à moitié vide. Alors, le côté à moitié plein, c'est que quand même, là, la police enregistre un succès quand même, puisqu'elle parvient à visiblement démanteler et déjouer cet attentat avant qu'il ait lieu, et surtout l'interpellation de l'auteur présumé. Donc, bon, pour une fois, on va dire que la police française s'empare d'un terroriste présumé. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Le côté à moitié vide, je rejoins ce que dit Zineb. C'est vrai que c'est toute la question du renseignement qui est posée. Il faut le renforcer au niveau européen. Vous avez l'impression vous avez le sentiment, comme beaucoup, qu'il y a eu des failles? L'impuissance européenne est patente. Après, sur la France, je ne sais pas si on est plus en avance ou moins en avance. Ce qui est certain, c'est qu'on est les plus ciblés. Il y a une polémique qui se développe depuis hier, depuis avant-hier, avec la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet d'une perpétuité réelle et irrévocable pour les auteurs d'actes de terrorisme. Je vais vous demander ce que vous en pensez. On écoute tout de suite ce qu'en a dit ce matin Benoît Hamon, le député socialiste des Yvelines. Il était sur France Info. Je pense que cette compétition, alors c'est sans doute lié aux primaires à droite, qui consiste à chaque événement à vouloir sortir de sa poche une peine ou une mesure qui est censée pas tout résoudre, mais occuper l'espace médiatique et politique, tout ça n'est pas bon. D'abord, il faut rappeler que depuis 1994, il y a la perpétuité incompressible avec peine de sûreté illimitée qui existe. Donc Madame Kosciusko-Morizet, comme tous les leaders de droite, savent parfaitement cela. Mais on va se faire un débat sur la perpétuité, peut-être comme on l'a fait sur la déchéance de nationalité. Je pense que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce que c'est une bonne idée? Perpétuité absolue, réelle, jusqu'à mourir en prison. Moi, je me méfie beaucoup de ces effets d'annonce qui suivent à chaque fois les attentats. Puis, de toute façon, comme ça, sans être spécialiste, j'ai tendance à me dire il faut peut-être qu'on se concentre sur la phase avant, c'est-à-dire qu'il y ait des propositions sur ce qu'on devrait faire avant pour que ces gens-là ne passent pas à l'acte. Une fois qu'ils passent à l'acte, il faut savoir quand même que nous sommes face à des gens qui souhaitent se donner la mort, qui n'ont pas peur de la mort. Et puis, je ne pense pas que quelqu'un qui est décidé de commettre un attentat se dise non, finalement, je ne vais peut-être pas le faire parce que je risque la perpétuité. Il est évident que je ne suis pas quelqu'un qui plaiderait pour une clémence envers ces gens-là, mais je pense que c'est un débat qui est un peu à côté de la plaque, quoi. Bruno Jeudi? Bon, les Yaka Faucons sont sortis, brassent de l'air, ils servent à rien. On a déjà eu ça quand même pas mal avec les histoires de déchéance, mais là c'est particulièrement déplacé, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est avant. Il faut les arrêter avant, il faut être efficace avant. Je disais tout à l'heure que l'arrestation du type là, annoncé par Cazeneuve hier soir, ça c'est mieux, voilà. Faisons ça, attelons-nous à essayer de démanteler, déjouer les attentats et occupons-nous de ça avant de savoir ce qu'on fera d'eux au bout de 30 ans. En plus, ça existe déjà dans les textes, donc de toute façon, c'est un débat inutile. Puisque vous l'avez évoqué, la déchéance, est-ce qu'à première vue c'est mal parti, puisque le Sénat a voté un autre texte que l'Assemblée? Ça veut dire que ça n'ira pas jusqu'au Congrès, il faut le regretter? Oui, moi je le regrette. Maintenant, vous pensez qu'il fallait instaurer cette mesure? Je pense que c'était... Enfin, dans l'esprit de François Hollande, quand il décide, qu'il annonce ça, alors sans doute qu'il s'y est mal pris. De toute façon, tout ce qui tente actuellement se transforme termine en Waterloo. Donc oui, il s'est mal pris. Mais je pense qu'au départ, il y avait volonté d'essayer d'être sur l'unité nationale. Ça n'a pas marché. Maintenant, je crois qu'il devrait arrêter les frais parce que aller seulement avec l'article 1, j'entendais l'édito de Guillaume Tabar tout à l'heure, ça me paraît extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'uniquement sur la loi d'urgence? Oui, voilà, qu'il arrête les frais. L'état d'urgence. Je pense que c'est terminé. Ouais. Je pense que c'est terminé. Zineb?
Bien, moi, ce qui me dérange profondément dans la Vous mesure de étiez la pour déchéance, cette idée de déchéance? Je suis, écoutez, moi, encore une fois, je ne ressens pas véritablement de clémence envers les gens qui rejoignent l'État islamique, mais je pense que ce qui était gênant dans la loi de la déchéance, c'est qu'elle établissait une différence entre les binationaux et les Français qui n'ont qu'une seule nationalité. C'est-à-dire que... Justement, l'Assemblée avait remis voilà. l'ensemble des aussi bien binationaux et nationaux. Eh bien, moi, je pense que dans l'absolu, quelqu'un qui rejoint l'État islamique, eh bien, il devient daéchien. Il n'a qu'à demander un passeport à Abou Bakr el-Baghdadi et voir si ce passeport-là lui permettra de circuler librement en Europe. Ce qui était gênant, c'est que ça ne concerne que les binationaux. Donc, par exemple, moi qui suis binational et un Français qui n'est que français, nous aurions commis le même acte, nous n'aurions pas eu la même sanction. Ça, c'était profondément Et gênant. Abdeslam n'aurait pas été déchu de sa nationalité si on reprenait le texte du Sénat, puisqu'il était Le français. texte du Sénat, pas le Seulement texte de le texte l'Assemblée du nationale. Sénat, je dis Oui. bien, oui, parce que l'Assemblée justement avait mis les deux. Un mot avant de venir sur votre livre sur la nouvelle hausse du chômage qui atteint un nouveau record, près de 3 600 000 demandeurs d'emploi dans la catégorie A. Au même moment, le même jour, les étudiants qui manifestent contre la loi El Khomri. Oui, Qu'en pensez ? c'est vraiment le destin parfois joue des sacrés tours à François Hollande. C'est un sacré fiasco. 1,1, c'est beaucoup. On est à 38 000. On est à 723 000 chômeurs de plus depuis l'élection de François Hollande. À ce rythme-là, il aura atteint le chiffre, au mois de mai, la même augmentation que Nicolas Sarkozy en 5 ans. Ça fera 1 600 000 chômeurs de plus en l'espace de 9 ans. C'est un pays qui vit avec le chômage de masse. On a l'impression qu'il s'est résigné à ça et c'est gravissime. Alors que, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, la loi El Khomri, à mon avis, apportait des souplesses indispensables. Une partie de la gauche est contre. Hier, il y avait moins de monde qui manifestait, mais c'était beaucoup plus violent, beaucoup plus tendu. C'est très inquiétant pour le 31. Alors, les sont mieux encadrés. C'est un échec complet pour François Hollande. Je rappelle qu'il a accroché son sort à la version de la courbe de manière durable. Et là, le tic-tac commence à tourner. Ce qui veut dire que sa candidature... Jamais le chômage n'a baissé 2 mois consécutifs depuis le début de son mandat. Zineb, sur cette hausse du chômage, sur la réforme El Khomri, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, moi, je me dis, pendant ce temps-là, on est en train de débattre justement sur la déchéance de nationalité ou sur la perpétuité, voilà, des débats C'est-à-dire qui des vont faux occuper débats. Voilà, on fait des faux débats alors qu'il y a des problèmes concrets qui, eux, je pense, touchent un nombre infini de personnes. Et voilà, et je pense en tout cas que ce gouvernement qui a fait toute sa campagne électorale, Hollande qui a fait toute sa campagne électorale sur le thème du chômage, eh bien, forcé de dire que c'est quand même un fiasco. Alors on revient sur le terrorisme avec votre livre, donc 13, Zineb raconte l'enfer du 13 novembre, c'est aux éditions Ring. Dans la préface, vous en prenez très violemment à l'islam et à tous ceux, que ce soit les politiques, les témoins, les commentateurs, les observateurs, tous ceux qui refusent qu'on fasse l'amalgame entre les musulmans et les terroristes, tous ceux qui font une différence, dites-vous, entre musulmans et criminels. Vous parlez du vrai islam comme tous ceux qui parlent du vrai islam comme une religion de paix. Vous dites tout ça, c'est de la bien-pensance, c'est de la censure. C'est un discours très violent. Vous dites en gros, l'islam est quasiment congénitalement dangereuse. Oui, je pense que l'islam, lorsqu'il sort de la case qui devrait être celle de toute religion, c'est-à-dire une spiritualité privée, lorsqu'il prétend vouloir régir la cité, oui, il devient dangereux comme toute idéologie, comme toute religion qui prétend régir la cité. Maintenant, ce que je dis, ce n'est pas exactement ça. Je dis que l'amalgame devrait être fait, non pas entre les musulmans et les terroristes, évidemment, parce que ça n'a aucun sens. Non, l'amalgame devrait être fait entre les terroristes et ceux parmi les musulmans qui justifient leurs actes, qui continuent à dire non, ce ne sont pas, ou même ceux comme François Hollande, par exemple, qui après les attentats de Charlie Hebdo avait dit ce ne sont pas des vrais musulmans. Alors,
qui sont les vrais musulmans? Est-ce que ce sont Justement, c'est ceux des gens... qui ne sont pas terroristes. Parce qu'en disant ça, vous avez l'air de dire que si on est musulman, on a tendance à être terroriste. Non, pas du tout. Quand on est les vrais musulmans, sont ceux qui se définissent eux-mêmes comme des musulmans. Et si évidemment tous les musulmans ne sont pas des terroristes, il faut que l'on dise que tous ceux qui ont commis des actes terroristes depuis le début de l'année étaient des musulmans. Continuer à dire ce ne sont pas des musulmans, ce sont des criminels, comme si les deux n'étaient pas compatibles, c'est une façon de se voiler la face. Dans ce pays, nous en sommes arrivés à une situation où nous ne pouvons plus parler de l'islam sainement. Tout le monde se sent obligé de dire attention, hein, l'islam est une religion de paix et d'amour, comme si c'était la seule religion de paix et d'amour, comme si, d'ailleurs, si c'était le cas, nous devrions peut-être tous nous convertir, parce qu'on aurait trouvé la solution à la paix dans le monde. Je veux dire, l'islam est une religion qui a été écrite 15 siècles, qui est complètement archaïque, qui n'a pas vocation à régir la cité, et il est temps de sortir de ce discours d'essentialisme qui fait un hold-up sur toute une communauté. Moi d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que les musulmans. Ce n'est pas un bloc monolithique. Est-ce qu'on compte aussi des gens comme moi dans cette communauté-là? Je pense que c'est une façon d'éviter de dire ce qu'on disait il y a 20 ans, de dire les Arabes en fait. Mais est-ce que vous dites qu'il y a une incompatibilité entre l'islam et la démocratie? Tout à fait, il y a une incompatibilité. On va vous répondre, regardez, en Tunisie, il y a une démocratie bien, qui est malheureusement mise en difficulté justement par le terrorisme, mais qui se bat. En Turquie, il y a eu, même si aujourd'hui il y a un peu des dérapages, mais pendant longtemps, ça a été aussi une Atatürk. La Turquie, avec la France, sont les seules véritables laïcités constitutionnelles. La Turquie est un État laïque, et je pense que si on cite l'exemple turc, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait une démocratie, hein, je rappelle que c'est le pays au monde où il y a le plus de journalistes emprisonnés, etc., et qu'il y a aussi des procès pour des personnes pour apostasie, par exemple le procès du musicien Fazil C. La Turquie est un cas à part. La Tunisie, en revanche, par exemple, je peux dire que les femmes tunisiennes, jusqu'ici, héritent la moitié de ce qu'héritent les hommes, parce que c'est une loi qui figure dans le Coran et qui est infranchissable. Il n'y a aucun pays qui applique l'islam, c'est-à-dire la Tunisie, par exemple, continue de dire, y compris dans sa nouvelle constitution, que l'islam est une religion d'État. Eh bien, à chaque fois, je ne connais pas un seul pays où il y a une religion d'État, surtout quand c'est l'islam, qui soit compatible avec la démocratie. Bruno Jeudi, sur Est-ce que c'est pas la question du prosélytisme l'islam est une religion de conquête. Est-ce que c'est pas ça plutôt que vous voulez pointer plutôt que faire une différence au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est probablement la religion qui est en conquête et qui essaie de, comme on disait il y a quelques siècles, de conquérir des territoires. Est-ce que c'est pas ça que vous visez plutôt? Bien, moi, c'est ce que j'ai essayé de préciser au début en disant, de toute façon, l'islam ou toute autre religion, dès qu'elle sort de la case spirituelle privée, dès qu'elle a la prétention de régir la cité, devient un totalitarisme. Et aujourd'hui, il est évident que l'islam n'a pas fait son aggiornamento, que l'islam est inhérent à la notion de Ummah, donc d'État. L'islam est un corpus... Voilà, cette idée d'une religion qui, quelque part, a une influence sur l'ensemble de la société, ça vous le contestez, quoi. Ben, évidemment, j'espère bien que nous allons comprendre ça. Et de toute façon, il est complètement essentialiste de penser que ceux que l'on appelle les musulmans vont tous dans un sens de défense épidermique de cet islam-là. Moi, je préfère qu'on parle de Tunisie, d'Égypte, de Maroc, etc., en parlant de l'impulsion laïque qu'il y a, de l'impulsion libertaire qu'il y a dans ces pays-là, et qui nous prouve qu'il n'y a pas d'essentialisme et que le standard identitaire de l'islam n'est pas celui que revendiquent les radicaux, mais plutôt celui que revendique cette jeunesse-là qui aspire aux valeurs universelles. Alors dans votre livre, il y a toute une série de témoins qui ont vécu et ont été marqués parfois dans leur chair par les attentats de Paris du 13 novembre. Tous décrivent un carnage, l'instinct de survie dans ces moments-là. C'est assez étonnant. Puis aussi tous les traumatismes, tous les cauchemars, la difficulté de recommencer à vivre normalement. Ben, c'est ce qui m'a profondément marqué dans les témoignages directs ou indirects que j'ai eus après le 13 novembre en tant qu'observatrice, c'est que je me disais, ces gens-là vont entamer ce long parcours, ce long chemin de croix de la guérison, en fait, une guérison d'ailleurs souvent improbable, qui n'arrive peut-être jamais après avoir affronté un tel choc. C'est quelque chose que j'ai vu de près après le 7 janvier, et malheureusement qui là va se produire avec une ampleur beaucoup plus grande. Et puis également une interview tout à fait intéressante de Wari Moustaphaï, c'est le frère d'un des terroristes qui s'est fait exploser.
Et il décrit son frère comme quelqu'un bien de doux, de souriant, de gentil, un bon père de famille. C'est La- surprenant, non? la famille Mostefaï que j'ai rencontrée avait perdu, en tout cas cette partie-là de la famille, avait perdu tout contact avec Omar Mostefaï, l'un des kamikazes du Bataclan, depuis 2013. Et les gens que j'ai vus face à moi étaient des gens absolument sous le choc, des gens qui pour moi qui étaient d'abord en choc post-traumatique, que j'ai perçu comme étant des victimes aussi, tout en étant dans l'opprobre de porter ce nom et dans la culpabilité de n'avoir rien vu venir. Bruno Jeudi, un mot sur justement cette double identité, j'allais dire, des terroristes qui effectivement sont dans la société, on les repère pas. Non, ce que je voulais savoir, c'était plutôt vous, avec En un mot. le recul, comment vous vivez au jour le jour, parce que c'est un véritable combat que vous menez, c'est votre situation, à la fois à travers votre livre, la dénonciation que vous faites de l'islam tel que conquérant, et puis votre situation de journaliste. Vous avez toujours des menaces? La vérité, je ne vais même plus chercher sur les blogs arabophones et tout ça, parce que j'ai eu tellement de menaces. De toute façon, c'est une épée de Damoclès qui reste sur votre tête. Je suis en tout cas toujours sous protection, ce qui est très handicapant pour faire un métier de journaliste. C'est difficile d'aller sur le terrain quand on est en permanence accompagné de policiers. Mais ça ne m'a pas empêché, ça ne m'empêche pas de continuer à travailler. Merci Zineb, je rappelle le titre de votre livre, 13 aux éditions Ring. Merci Bruno Jeudi. Bonne journée à nos amis de Paris Première, à venir sur Radio Classique. La Bourse, le rappel des titres avant la musique, Ève Ruggieri, Christian Morin.